Nee! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 31 mai, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes, saison 8, épisode 30. On a construit de Paul Verhoeven l'image d'un artiste sulfureux, celle d'un audacieux contrebandier propulsé pour le subvertir en profondeur au cœur du plus grand système industriel de fabrication d'images et de récits. Affirmation d'un cinéaste qui, sans jamais transiger, a su imposer ses obsessions au centre même de la grande usine à fiction cinématographique. Un auteur, certes, au sens le plus évident du terme, un pirate du cinéma déployant un monde conforme à une vision tout autant précise que radicale du genre humain. Voilà, c'était un extrait, cette ouverture du texte de Jean-François Roger, Paul Verhoeven, le cinéma comme incarnation. C'était son texte pour la rétrospective qui a eu lieu à la Cinémathèque française au mois de février. Voilà pour cette ouverture. Au sommaire, eh bien, Thomas qui est là va nous expliquer de quoi il va être question cette semaine. Nous allons parler dans cette émission et dans celle de la semaine prochaine du cinéma de Paul Verhoeven à l'occasion de la sortie de son nouveau long métrage, Elle, qui est sorti en France mercredi dernier. Donc dans cette émission, nous allons plus particulièrement revenir sur sa période hollandaise de 1971 à 1985 et la semaine prochaine, donc plutôt sur la période américaine qui commence avec Robocop et qui s'achève avec Holoman en faisant bien sûr des détours par Black Book, son film de 2006, et Elle, donc qui est sorti la semaine dernière. Pour parler de tout ça autour de cette table, donc il y a évidemment toi, Erwan. Oui. Il y a aussi Mathieu qui nous fait le plaisir de revenir. Oui. Thibaut. Salut à tous. Et surtout, donc ça signe le grand retour, le retour majestueux que nous attendions tous de Simon l'Ancien, le seul, enfin l'unique Simon. Bonsoir à tous. Merci. Et évidemment, à la technique, il y a toujours ce bolchevique stalinien de Galles. Il nous fait un sourire, ma foi, un peu trop suspect. Suspect, effectivement. Voilà pour la présentation des forces en présence. On ne va pas faire de news ce soir ni d'agenda. Il ne se passe rien. Il y a il y a rien qui sort sur la planche après. Donc on va peut-être tout de suite passer à ce que tu as prévu comme morceau. Thomas. Donc voilà, il va être question de sa période hollandaise, donc il sera pas mal question aussi de musique hollandaise. Et ici, donc un morceau de Cathy Tippel. En attendant Godard sur Radio Campus Rennes, et donc c'était le monde merveilleux et chamarré de la Hollande avec Zangere Zundernam, extrait de la bande originale de Cathy Tippel. Donc le long métrage en question qui est le troisième de Paul Verhoeven, dont il va être question ce soir. On peut revenir rapidement sur la carrière de Paul Verhoeven, en tout cas sur sa période hollandaise. Donc cinéaste né en 1938 et qui a grandi sous l'occupation allemande dans la Seconde Guerre mondiale, qui est quelque chose qui va énormément marquer et irriguer son cinéma et la manière dont il peut percevoir les actes de violence et la manière de les filmer. Donc, auteur de 15 longs métrages pour le cinéma, 6 en Hollande, 1 en coproduction entre sa période hollandaise et sa période américaine, donc il y a La chair et le sang, 6 longs métrages aux USA. On y reviendra la semaine prochaine, mais il n'a pu monter aucun de ses projets personnels aux USA, donc il n'a fait que des films de commande. Et quels films de commande! Et donc enfin en dernier, il a fait un long métrage en France. Il est aussi l'auteur, on va dire, de 5 projets TV ou multimédia. Donc portrait von Anton Adrian Mussert, qui était le chef du parti nazi en Hollande, la série Floris, donc qui a révélé un peu sa relation cinématographique avec Rutger Hauer, un épisode de la série américaine Le Voyageur, et enfin un téléfilm de guerre qui s'appelle C'est fini, c'est fini. All Things Must Pass en anglais. Et Trick, donc, qui est encore un projet assez particulier, qui je pense a pas mal de rapports à voir avec Elle. 2012, hein, celui-là. 2012, exactement. Il est aussi donc l'auteur de 6 courts-métrages, à la fois des courts-métrages de fiction qu'il a pu faire après l'université, puisqu'il est diplômé en mathématiques et en physique-chimie. Comme ça, comme Simon. Exactement. C'est beaucoup de points communs ce soir. Et donc, il est aussi un grand féru de l'histoire de l'art, comme Simon. Incroyable.
Et donc après, il a fait aussi des films au service cinématographique de l'armée hollandaise, où il a non, ça j'ai pas. pas encore. Et aussi donc l'auteur d'un ouvrage dont on avait parlé ici même il y a un an sur Jésus de Nazareth. Effectivement. Merci Thomas pour cette présentation du cas Verhoeven, comme on peut le dire. On peut commencer peut-être, Thomas, par voir quelques films hollandais, c'est-à-dire parce qu'on peut les égrener d'abord, Voilà. et après on parler un peu ensemble, on va dire, de ces films-là. Voilà. Donc en son 71. Premier film en 1971, c'est un premier long métrage de fiction qui Business is Business, qui est une comédie de mœurs autour de la prostitution en Hollande, qui suit le parcours de deux amis qui sont prostituées, un peu de leur pérégrination avec leurs différents clients, qui est une comédie vraiment légère, assez Oui, c'est enlevée, ça, un truc un peu potache, ce qui du coup avait un peu gêné Paul Verhoeven et son co-scénariste de tous ces films hollandais, y compris Black Book, Gerhard Sotman, parce que eux, ils aspiraient au début, non pas à faire des films d'artistes ou des films d'auteurs, mais à faire des films un peu plus sérieux, avec des sujets un peu moins légers, même si déjà dans Business is Business, c'est déjà en germe beaucoup des thématiques et du style de Verhoeven, donc c'est-à-dire des films qui vont étudier les mœurs hollandaises, la société hollandaise dans tous ses travers, où là, les différents personnages qui vont voir les deux prostituées sont un peu de différentes visions qui existent, à la fois des bourgeois, des prolos, qui ont tous des mœurs assez variées. Où les hommes hollandais que l'on peut voir dans le film, en fait, avec ces prostituées, notamment lors de, on va dire, de mise en scène ou de dispositifs un peu théâtraux, c'est-à-dire de fantasmes, grotesques, de fantasmes à réaliser. Et c'est ce qui leur permet, en fait, à ces hommes hollandais, en fait, de pleinement se réaliser, en fait. C'est ça qui, à mon avis, a intéressé aussi Verhoeven là-dedans. À l'inverse, c'est les contradictions puis, aussi. à l'inverse de souvent, même parfois après chez Verhoeven, là c'est vraiment un cul, des scènes de cul qui sont hyper joyeuses, hyper enlevées, il n'y a pas une fesse triste, quoi, si tu veux. C'est vraiment un truc assez potache, qu'en plus ça avait été un carton cosmique en Hollande. Ça avait été vraiment un carton monumental qui avait installé Verhoeven sur la scène du cinéma hollandais, qui je pense était quand même assez réduite, mais qui en tout cas faisait de lui d'office le cinéaste de premier plan Mais en même temps, déjà chez lui, il y a quand même l'idée de la circulation entre l'argent, les corps, la marchandise. Enfin, c'est que le début est assez drôle, à ce type qui arrive d'un avion d'Afrique et qui débarque, c'est l'ouverture de Business is Business, avec un avion qui arrive en Hollande, et le type, en fait, court, prend un taxi, il fonce pour aller voir une prostituée. Mais direct, quoi. Le film commence comme ça. Comme tout à chacun. Et il se fait facturer, littéralement. Donc après leurs petites affaires, elle sort sa calculatrice dans son placard, sort sa caisse, et hop, il fait facturer donc une somme pour ce qu'ils viennent de faire, en fait, ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un peu... c'est toujours facile de dire côté programmateur d'un premier film, programmatique, mais en même temps, c'est là. C'est vrai qu'il y a, de toute façon, chez Verhoeven, dans tous ces longs métrages, encore plus hollandais, mais aussi dans ces longs métrages américains, il y a toute une question au corps, à la marchandisation du corps et à la marchandisation du sexe surtout, qui revient dans beaucoup de ces films. Et de l'image, du coup. De l'image, du coup, des rapports de pouvoir qui se créent entre les hommes et les femmes, où les femmes ont souvent l'ascendant sur les hommes, même si on a pu traiter... Par le passé, certains ont pu traiter Verhoeven de misogyne, de tout ce que tu veux. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas sur elle. Pourtant, c'est peut-être le cinéaste européen qui est un des plus... pro-féministe, on va dire. Oui, c'est la grande erreur d'interprétation de Paul Verhoeven, parce qu'il s'est fait traiter de nazi à l'occasion de Starship. Oula, pas que ça. Pas que ça, mais quand même. ou d'ultra misogyne, alors que il me semble que les personnes... Il s'est fait traiter d'à peu près tout. Il était fasciste, collabo, misogyne, homophobe, anti-handicapé, tout ce que... Comme Cimino, un peu. Ouais, c'est le signe des bons réalisateurs. Westwood. Ou Peckinpah. Ou Peckinpah. Oui, parce que quand on regarde finalement Katy Tipple ou Basic Instinct, mais on reparlera de Basic Instinct la semaine prochaine, mais si on regarde Katy Tipple, qu'est-ce que c'est sinon une personne, donc en l'occurrence une femme, qui va essayer de sortir de sa condition de miséreuse. Tout à fait. Donc il me semble que c'est même pas un contresens. Je me demande si les gens qui traitent Polo, parce qu'on va l'appeler Polo, parce que c'est quand même un copain dans l'émission, qui traitent Polo de telle manière, je me demande s'ils ont réellement vu ces films ou s'ils ont tenter d'analyser au moins le parcours des personnages. C'est vrai que c'est étrange, parce que c'est quand même moins ambigu que chez un Peckinpah. On peut le comprendre chez Peckinpah, on sait ce qui se passe chez Peckinpah avec ces questions-là, et je crois qu'il est perturbé et il les met en scène par le biais de ses personnages masculins, ses pulsions, ses travers, etc. Tandis que chez Verhoeven, c'est les sujets du film, c'est généralement le sujet du film.
comment un personnage féminin peut s'en sortir dans tel ou tel milieu qui met tout contre elle, notamment le pouvoir, le pouvoir patriarcal, religieux ou autre. C'est exactement ça. Et du coup, elle, son pouvoir peut parfois en passer, assez souvent, c'est vrai, par le sexe, mais c'est pas pour en faire des personnages manipulatrices ou autres, c'est un mode de survie en fait. C'est un mode de survie l'idée d'initiation plus d'un personnage qui est assez innocent, qu'il soit un homme ou une femme, hein, mais ça commence comme ça, et effectivement le sexe malheureusement devient aussi ce moment. Mais ça pose pas de problème chez Verhoeven. Ça pose pas de problème chez Verhoeven parce que c'est pas un moraliste, parce qu'il n'est pas à juger moralement c'est bien de faire ceci ou cela. Mais ce qui se regarde en fait, c'est que on dit là on commence un peu à digresser et tout ça mais Verhoeven est peut-être le cinéaste le plus anti-manichéen ou un des derniers anti-manichéens. Le récent Elle est là pour le montrer parce que Elle est un film qui est hyper déstabilisant dans le sens où on ne sait pas quoi penser. Un des personnages de Verhoeven, donc ça rend ça, c'est peut-être un des grands films de cette année 2016. Mais si on regarde, du coup j'avais perdu le truc, oui, voilà, si on regarde la galerie de personnages hors héroïne, on va dire, ou hors héros, ce sont quand même tous à peu près des monstres. Ils ont peut-être un petit côté sympathique des fois, si on prend par exemple le personnage de Rutger Hauer dans Katy Tipple, mais au final, ça reste quand même un monstre qui est prisonnier d'un déterminisme plus que social, là c'est même complètement financier. Katy Tipple, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, pour survivre ? Du coup, elle avait son corps et sa beauté en tant que modèle, mais elle a utilisé son corps pour lutter contre tous ces monstres qui peuplent la société. Et en ça, Verhoeven, en plus d'être anti-manichéen, reste quand même, à mon sens, extrêmement pessimiste aussi sur la nature profonde de l'être humain. Parce que même s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on reste quand même tous globalement des monstres. Et Elle, ce sont donc ce dernier qui fait ça alors qu'il a 80 balais. Nous sommes tous des psychotiques. Oui, et c'est le discours de Elle, en fait. Quelqu'un le dit dans Elle, c'est un monstre. Elle dit oui, mais c'est un humain, c'est pas incompatible en fait. C'est pour ça que c'est un humaniste, c'est qu'il prend les deux à la fois. Il rejette pas une partie de la nature humaine. Et chez lui, il y a toujours ce côté-là, et même dans Elle aussi, c'est qu'on peut prendre les personnages comme des psychopathes ou des psychotiques ou autres, faire vraiment d'avoir une pathologie justement, mais c'est que souvent, cette pathologie-là, pour moi aussi, c'est quelque chose d'intérieur en fait. C'est que plutôt, il montre en fait ce que les personnages ont en eux. Donc c'est-à-dire que leurs actes sont pas forcément même, comment on va dire ça, prégnants dans le film. C'est-à-dire qu'il met vraiment en scène aussi des pulsions assez basses en fait qu'ils peuvent avoir. Mais il les juge pas. C'est ça qui est important. En fait. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était en 71 avec Business, qui a été un énorme carton box-office, et du coup Verhoeven a un peu plus les moyens de faire les films qu'il voudrait faire, avec son scénariste Ugar Sotman. Il fait d'après Turkish Delight, délice turc, donc qui met pour la première fois dans le rôle principal Rutger Hauer, qui est son acteur fétiche, avec qui il a fait 5 films, et sa série Floris, sa série de Moyen-Âge. On en parlera après dans les rapports que ça peut entretenir avec la chair et le sang, où là il filme en fait un couple avec Rutger Hauer et l'actrice principale, dont j'ai oublié le nom, qui est là aussi l'actrice principale de Katy Tipple, où c'est justement un couple assez libéré, où le personnage de Rutger Hauer est plutôt un petit fripon qui s'amuse à faire un herbier en prenant on va dire des poils pubiens, non ? Des poils pubiens sur ses anciennes partenaires pour en faire un livre de souvenirs. Monique Van de Ven. Voilà, Monique Van de Ven. Merci, et donc c'est ce parcours-là de ce couple qui est c'est un amour fou en fait, assez libéré, et qui va connaître, comme dans beaucoup de films de Verhoeven, un destin assez violent, voire même tragique. Ah oui, c'est le cas. Moi, j'ai pas eu depuis longtemps, mais je sais qu'il y avait des scènes, notamment des scènes sexuelles et sur la question de la nudité, qui sont assez rares, je pense, dans le cinéma hollandais et même dans le cinéma européen tout court. C'est-à-dire, il a toujours une frontalité chez lui. À la fois, il montrera des corps de femmes nues, mais surtout des corps d'hommes qui sont qui est plus étonnant. Qui sont des choses qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir. À la fois, il montre les fesses, mais il montre aussi les organes génitaux, qui sont des choses assez choquantes en fait, parce que on a beaucoup l'habitude de voir des corps de femmes nues, mais des corps d'hommes jamais. Surtout qu'en plus, il les filme exactement de la même manière, avec un côté assez trivial et extrêmement frontal. Il le fait encore dans Black Book, avec les soldats nazis, enfin l'officier nazi, c'est frontal, il y a pas de, il tergiverse pas. C'est un réaliste en fait. Et dans ce qui est intéressant dans Turkish Delight, c'est que il est aussi réaliste d'un point de vue philosophique sur. Il juge pas le comportement de ces personnages-là, mais il fait le constat que cet idéal d'amour fou très années 70 en fait, oui, ça finit mal aussi parce que l'humain est jaloux par nature, parce que l'amour libre, ça se confronte à d'autres pulsions humaines liées notamment à la jalousie.
Et c'est pas pour condamner ces personnages ou une époque ou ses contemporains, mais c'est une sorte d'observation réaliste de ce qu'il constate autour de lui à l'époque dans les années 70. Et ça passe par la forme dans Turkish Delice, en fait, par la circulation des vanités. C'est vraiment une figure vraiment de l'histoire de l'art. Ça en passe par la maladie. La maladie, les vers. Oui, les vers sur le les torse. excréments ensanglantés, etc. Ouais, c'est ça. Et il y a une opposition qu'on peut souvent faire. Verhoeven a souvent été vu comme un cinéaste qui serait naturaliste, alors qu'effectivement c'est plus un réaliste, à la fois dans la crudité du sexe qui monte et surtout dans sa violence. C'est-à-dire qu'il dit que quand il y a un mec qui meurt, quand un mec se prend un coup d'épée, le ventre s'ouvre et puis les tripes tombent. Quand un mec se prend une balle dans la tête, le crâne explose. Et c'est à la fois c'est appliqué à la violence, on va dire, des faits d'armes, mais aussi une violence de tous les jours. Il y a ça dans Katitipel notamment, quand le personnage vit encore avec sa famille dans un bouge dégueulasse, par exemple, ils sont tous à table et sa sœur part aux chiottes qui sont juste à côté. On sent on entend les bruits de paix, on entend absolument tout, que si quelque chose qu'il voulait faire avec son film sur le Christ, où il disait que vu que Jésus et ses apôtres c'était un genre de commando, ils vivaient ensemble en permanence tout le temps, donc forcément ils pétaient, Jésus il daubait des pieds, et c'est ce genre de réalisme pragmatique ils bouffaient de la terre, des pains de terre, du coup ils avaient un transit difficile, etc. Du coup c'est ce genre de situation ou de faits et de détails, parce qu'il il fait extrêmement attention à ces détails, à la fois dans les décors, dans les costumes, quand il fait des films d'époque, mais aussi dans les comportements de ses personnages. Il sait que quand il filme des personnages qui sont issus de basse extraction et quand il filme le monde bourgeois, ça sera pas du tout les mêmes réactions. Il y a ce genre de scène dans Business is Business, quand la prostituée fréquente un bourgeois et qu'elle va pour la première fois dans un opéra. Absolument. Elle est absolument horrifiée par ce côté hyper guindé, ce côté hyper prout-prout justement. Et elle sort sa tablette de chocolat. Ouais, c'est ça, il fait du bruit, elle est beaucoup trop grossière, presque vulgaire pour ce monde-là. Et c'est toujours dans ces petits détails de comportement que les personnages... Une même scène dans Katitipel, c'est quand elle va manger, on lui offre un restaurant, avec la cuillère, effectivement. Voilà. Oui, il y a 4 assiettes, il y a 5 fourchettes. Tous ces détails là, ouais. Mais sur ce que tu disais du trivial et aussi de ces détails là et même des circulations aussi de fluides, ça renvoie encore aussi à la question de la marchandise. Et je trouve que Katitipel notamment est peut-être un cas, je trouve qu'il y a peut-être comment on peut dire ça, une colonne vertébrale aussi dans sa filmographie. Dans sa filmographie, parce que c'est son premier film. C'est son premier film hollandais important. En plus, à l'époque, c'était le plus gros budget du cinéma hollandais. Et pourtant, son budget a encore été coupé par les producteurs, parce que donc ça retrace le destin d'une femme donc qui vient des bas-fonds de la ville et qui, au fur et à mesure de ses différents travaux, notamment la prostitution, va s'élever dans la société pour, à la fin du film, devenir une révolutionnaire. Parce que c'est basé sur un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle Nil Doff, qui est devenu après une grande penseuse et femme politique. Prix Nobel de littérature pour un bouquin qu'elle avait écrit en français. Prix Nobel de littérature, et qui était une femme socialiste en Hollande, et qui est vraiment un personnage extrêmement important de l'histoire hollandaise. Et à la base, ce que voulait faire Verhoeven, c'était de montrer en parallèle la montée du socialisme en Hollande avec le parcours de ce personnage-là, qui du coup est maintenant un peu plus en filigrane du coup dans le film final. C'est quelque chose qui passe par des scènes plus intimes et plus presque familiales, et ce qui, je trouve, donne encore plus de force à son discours politique et au parcours de son personnage, parce que ça se révèle toujours par des micro-scènes avec des personnages, soit des ploucs, soit sa famille, soit des riches, des bourgeois, ou bien des révolutionnaires. Et du coup, en rencontrant ces différentes personnes, elle travaille dans une laverie, après elle devient prostituée, elle travaille pour un chapelier. En fréquentant différentes strates de la société, c'est là qu'elle prend conscience de classe, en fait, et de comment est-ce qu'on peut lutter pour battre certaines classes dominantes. Et ça va de pair avec une volonté, là, on sent chez Verhoeven, d'emporter ça dans un souffle plus épique. Voilà. Enfin, qui peut être arrêté par des scénettes ou d'intérieur, où il casse ça. On sent qu'il y a un peu de personne chez lui. Il y a un côté David Lean, c'est mis en avant
l'ouvrage d'entretien avec Nathan Herrera, où il y a un parallèle entre une scène de Dr Zhivago et une scène de Katy Tipple, de manifestation dans la rue. Et puis en même temps, il y a un côté chez lui plus mauvais garçon qui va aller briser un peu ces grands élans épiques par le trivial qu'on ne trouverait pas chez un David. Il y a ce goût de la fresque qui commence à arriver là. Cette fresque qu'on va retrouver après dans Soldier of Orange et surtout dans Black Book aussi, mais tu sens que Katy Tipple, on commence à aller là-dessus. Et ce qui est totalement dommageable, donc ça reste encore un des grands projets avortés de Verhoeven avec son Crusade. Donc là, du coup, en termes de fresque, là, il aurait fait péter les niveaux. Mais en fait, ça reste dommage parce que Katy Tipple reste un film quand même extrêmement concentré, il dure 1h47 alors que tu sens qu'il y a une ambition d'écriture complètement folle. Et là, tu t'imagines le truc qui dure 2h45, mais t'en peux plus à la fin. Quoi. Même si le film reste quand même extrêmement intéressant. Mais je trouve que du coup, le fait de revenir à un truc un peu plus intime et un peu plus en filigrane, ça rend son discours beaucoup plus subversif qu'il n'aurait voulu être. C'est-à-dire que s'il avait fait une fresque avec plein de pognon, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus monstratif. Et je pense que ça aurait atténuer un peu l'impact de son discours. Parce que sur le discours et peut-être le niveau de subversion, ce qui est hyper intéressant et complexe chez lui, et c'est peut-être aussi ça qui le définit, c'est la complexité, c'est que on a souvent parlé dans ces émissions de sorte de dialectique comme ça entre survivre et résister, mais c'est que chez lui, ces personnages sont là-dedans, mais sont aussi pris dans une autre dialectique qui serait celle entre l'émancipation et l'arrivisme. Et on voit bien que le personnage de Katy Tipple, en fait, il y a une logique d'émancipation. Sauf que ça se passe pas comme ça. C'est pas idéal, en fait. Pas idéaliste. C'est vrai que c'est pour ça que du coup, le réalisme, il peut venir de là, quoi, de ces situations. Ça vient peut-être du fait que c'est souvent des personnages féminins que leur émancipation totalement légitime passe pour de l'arrivisme parce que c'est dans un monde patriarcal. Absolument. Et que nous, en fait, on continue à le regarder avec ce regard-là. Absolument, ouais. C'est le sujet de Showgirls. C'est le sujet de Showgirls. J'ai pas vu les films hollandais, donc... Non, mais Showgirls, justement, c'est un peu une version américaine de Katy Tipple, à la fois avec tout le côté hyper clinquant et vulgose qui peut avoir Vegas, et un sens de la narration typiquement propre au blockbuster ou au film de Rise and Fall des années 90. Donc du coup, il le fait dans un enrobage différent, mais le discours est un peu le même si dans Showgirls, du fait de son expérience passée sur les films américains, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus cynique que Katy Tipple, justement. Après, il y a un truc qui est rigolo dans Katy Tipple, c'est qu'il y a un plan qui est extrêmement impressionnant. Hors antenne, pour préparer cette émission, lors de notre conférence de rédaction, on parlait du champ et du hors-champ chez Verhoeven, et dans Katy Tipple, il y a une scène de démonstration, de manifestation. Il y a un hors-champ pénis. Il y a un superbe hors-champ pénis, mais il y a surtout une scène de démonstration, de manifestation de socialistes qui marchent en fait dans les ruelles, dans les rues d'Amsterdam. C'est assez crade, on sent un petit peu la moisseur en fait des bas-fonds d'Amsterdam, et à un moment il y a juste un petit zoom out qui fait venir une lignée de CRS, les CRS de l'époque. Donc du coup, et ils chantent en plus un air qui est assez connu chez nous, vu que c'est cette bonne vieille marseillaise. Et donc du coup, c'est rigolo parce que le mec il explicite en fait en un plan, en deux plans et un raccord, il explicite en fait comment naît en fait une lutte sociale et comment elle est aussi brutalisée par la violence d'État, en fait, du coup les flics. Du coup, ce qui est rigolo, c'est que quand tu vois ce qui se passe actuellement, tu dis que Polo, putain, ramène-toi en manif, quoi, on a besoin de toi. Parce que la violence aussi par rapport à la culture, le personnage de Katy Tipple, pour échapper à sa condition, lit. Et c'est une lectrice qui est assez rare, en plus, de Jules Verne. Et sa sœur, donc, qui va se prostituer assez vite quand ils arrivent à Amsterdam, utilise ce torche avec du Jules Verne. Voilà. Donc on peut faire la transition là-dessus. Donc voilà, on parlait du sens de l'épique et du sens de la fresque chez Verhoeven, qui est quelque chose qui va se mettre réellement en pratique dans son film suivant, qui est un film de guerre dont on écoute tout de suite le thème. En attendant Godard sur Radio Campus Rennes, et c'était un extrait de la bande originale de Soldier of Orange de Paul Verhoeven. Choix du destin en français. Le choix du destin, où Eric's Heroes, dans sa sortie VHS en France. C'était pour surfer sur Kelly's Heroes. Ouais, je pense que c'était ça. La jaquette est bien racoleuse avec des gros signes SS partout. Genre montrer, putain, ça va être trop cool. Donc épopée de guerre sortie en 1977, qui existe en deux version cinéma de 2 heures et un director's cut sorti quelques années après en 1960, de 2 heures et demie, sorti au milieu des années 80. Donc
qui serait un peu une genre de horde sauvage de la guerre où des amis de fac, donc notamment un qui est joué par Rutger Hauer, vont connaître des destins différents parce qu'une portion du groupe va entrer dans la résistance et les autres vont devenir des collabos, voire même des nazis. Et donc c'est cette épopée qui est plutôt qui était un gros budget, vraiment un gros budget pour Verhoeven et qui serait presque grand public, on va dire. C'est-à-dire qu'il a pas amenuisé, mais vu que c'était pas son sujet, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus de l'entertainment comme ils auraient pu le faire à l'époque à Hollywood, vraiment un vrai film de guerre, un vrai divertissement. Et c'est là qu'on retrouve aussi ce sens de l'épopée à la David Lean ou à la Bernardo Bertolucci, qu'un des autres cinéastes qu'il affectionne tout particulièrement, notamment avec Le Conformiste, qui est un film qu'il a extrêmement marqué. Et c'est toutes ces influences européennes qui influent un peu sur son cinéma, beaucoup plus, je pense, que des cinéastes américains. Parce que, par exemple, il se réfère rarement à Ford ou à Hawks ou à ce genre de personnes. Il est plus vraiment une culture européenne du cinéma qu'il avait appris quand il était en France, à l'époque où il était encore assez jeune. En 1955, ses parents l'avaient envoyé en France pour faire ses études. Il avait d'ailleurs été rejeté de l'IDEC, toujours dans les bons coups. Et donc c'est là qu'il avait découvert le cinéma de patrimoine et le cinéma classique, et notamment européen, parce que les films à l'époque étaient distribués, et pas forcément tous les films américains. Et donc c'est là qu'il a découvert ce genre de cinéma qui est quelque chose qui irrigue A Soldier of Orange. Donc il est vraiment ou Renoir aussi. Ouais, ou Renoir, il y a un peu sur ce genre de choses. Ou pour la première fois dans ce film-là aussi, il bosse avec un chef opérateur avec qui il avait jamais travaillé, qui est Joost Vakano. Pour revenir rapidement, en fait, il a vraiment bossé avec 2 chefs opérateurs. Il y a Yann de Bont, qui a bossé avec lui sur certains de ses courts-métrages et qui a fait 5 ou 6 de ses films, et Joost Vakano, qui en a fait à peu près autant, notamment les films américains, à part Basic Instinct, où ce sont 2 chefs opérateurs qui ont un style assez différent. Joost Vakano sera plutôt spécialisé dans les Verhoeven assez dynamique, donc plutôt les films de guerre ou bien les films d'action, qui a un style beaucoup plus opératique, des lumières beaucoup plus bleutées et un style beaucoup plus réaliste dans sa photo, à l'inverse de Yann de Bont, qui lui est beaucoup plus romantique, dans des teintes beaucoup plus qui tournent vers le rouge plutôt que le bleuté, et qui a un style vraiment différent et qui va utiliser toujours pour faire des films aux propos et à la mise en scène extrêmement variés. Yann de Bont, à la fois, il fait ses premiers films, il fait presque des films de peinture, parce que Tippel se réfère beaucoup à la peinture hollandaise. Je pense que le personnage de Cathy Tippel, le personnage de Cathy Tippel, à un moment donné, rencontre un peintre, un peu par hasard, en fait, un très beau personnage d'ailleurs, ce peintre, et il la prend pour modèle et pour une variation sur la liberté qui est dans le peuple. La liberté qui est dans le peuple de Lacroix. Ouais. Et donc sur A Soldier of Orange, donc on disait c'est un grand film de guerre, mais qui néanmoins, comme toujours chez Verhoeven, va essayer de re-questionner et de démolir les mythes de la résistance et de la collaboration. Parce que c'est comme en France, où il y a eu ce mythe, évidemment toute la France a été résistante, on le sait, mais apparemment pas en Hollande, parce que bon, c'est quand même pas des Français. Et donc c'est toujours sur cette ambiguïté-là entre la collaboration. Par exemple, le meilleur ami du personnage de Rutger Hauer devient collabo parce que lui, il a lui-même des origines allemandes et sa mère avait été martyrisée, on va dire, et mise en prison par les Hollandais avant la guerre, justement parce qu'elle était allemande. Et c'est toujours sur ce genre de questionnement, sur ce genre de détails que se joue le choix du destin. Pas mal. Merci. Pas mal. Le choix du destin, mais ce que j'aime bien, c'est le mantra des personnages. Ils sont tous à se dire, c'est leur petit mot, c'est demain. En tout cas, c'est traduit comme ça. Et j'aime bien aussi parce que on pense toujours aussi à l'après. Et je trouve on en parlera la semaine prochaine, mais la fin de Black Book, par exemple, oui, est quand même hallucinante. Et puis même dans la vie quotidienne des personnages, c'est des personnages qui vont toujours de l'avant, en fait. Toujours de l'avant. C'est toujours... qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre jusqu'au lendemain, mais il y a un côté assez presque enjoué parfois dans des situations assez particulières, par exemple de résistance, d'espionnage, comme on peut le voir dans Black Book, qui peut être assez surprenant, mais qui participe du plaisir aussi du spectateur, parce que c'est un cinéaste qui a toujours conscience, tu l'as dit, Soldier of Orange est relativement grand public, il y a une scène de torture ou des choses comme ça. C'est relatif. Relatif, mais disons qu'il a quand même conscience qu'il fait du spectacle, en fait. C'est pas un donneur de leçons, il s'empare de l'histoire, mais il en fait un film
relativement grand public, en tout cas de spectacle. Et Après, Thibaut. le ton en fait du film de Soldier of Orange, en fait même Verhoeven le dit lui-même parce que vu qu'il était gosse, Voilà, c'est ça, justement. donc en fait c'est comme s'il voyait la guerre par les yeux d'un adulte. Enfin, c'est par les comme yeux d'un enfant plutôt. par les yeux dans un enfant. Enfin, c'est un adulte qui voit la guerre comme lui l'a vécu. Donc en fait, il fait un petit peu son Spielberg sur Son l'Empire du Empire du Soleil. Soleil, quoi. sur Spielberg ou un film de John Boorman qui s'appelle j'ai je ne un sais trou plus. de mémoire, Voir la guerre à 10 ans ou un truc comme ça. Oui, en français c'est ça, Oui, mais bon. Bah, tu fais bien de parler Et du coup, voilà. de Mais après, Spielberg parce que pour revenir, juste pour faire le pont, on dit souvent, non, en fait, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que tous les grands cinéastes font tous le même film. Soldier of Orange, en fait, c'est peut-être un brouillon pour Black Book parce qu'on retrouve cette fresque, ce côté très épique, peut-être un peu trop mécanique, un petit peu dans l'enchaînement des aventures, mais on va dire dans l'efficience. Et puis il y a aussi certaines thématiques. Je prends juste pour exemple, pour pas trop spoiler, le coup de la coupe de cheveux et du comportement en fait des supposés résistants, parce que comme tout le monde sait, en Hollande, ils ont tous été résistants, des supposés résistants par rapport aux gens qui ont juste essayé de survivre et qui n'ont pas combattu ni C'est que ce soit d'un côté toujours ou la de l'autre. métaphore de sa position plus tard de l'infiltration et de l'exfiltration. C'est comme quelqu'un qui va partir aux États-Unis. Et dans Black Book, on va retrouver ça. Et c'est à l'intérieur de Soldier of Orange, c'est que par exemple, les nazis, en gros, lui disent au personnage principal mais vous savez, à Londres, votre type là, le néerlandais, c'est un collabo. Et du coup, le personnage principal est persuadé que c'est un collabo, alors qu'en fait, pas du tout. Ou après, Et il ça, joue c'est sur les hyper ambivalences, vu que Voilà. les personnages ne Ça, c'est refusent d'être hyper mannequins, comme on intéressant, disait tout à l'heure, du coup, c'est sur les ambivalences. Et même dans le parcours même des personnages, celui de Rutger Hauer, à un moment, il est résistant. Au début, tu sais pas trop, il est résistant, et puis après, il doit jouer l'espion. En fait, c'est exactement pareil que dans Black Book. Oui, Sauf c'est que ça. Black Book, C'est une question de la réversibilité en plus. Mais voilà, les agents doubles. Mais même dans un film hyper grand public, donc tu disais que c'était le plus gros budget, là, du coup, c'est 2,5 millions de dollars, donc c'est le plus gros budget à l'époque en Hollande. Et même dans des films, on va dire conventionnels à gros budget, il arrive quand même à insérer sa patte. Ah oui. Pas subversive, mais sa patte, son questionnement sur la nature humaine. Et voilà, c'est en ça que. Et inversement, puisqu'on est aussi Sinon. là pour faire des pareils avec elle, ce qui est assez admirable, c'est que lorsqu'il est dans un cadre où pas spectaculaire comme elle, on sent par contre son talent pas que de simple artisan en fait. On sent qu'il est passé par Hollywood. La scène du viol dans Elle, ou des scènes toutes bêtes où l'oiseau s'écrase contre la fenêtre, c'est très efficace. Le film pourrait faire penser à Chabrol, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui n'a pas cette puissance en fait de mise en scène que peut avoir Verhoeven, parce qu'il a un sacré œil, il a un sacré... c'est un formaliste. C'est un formaliste. Et donc, tu parlais de Spielberg tout à l'heure. Effectivement, le film avait tellement impressionné Lucas et Spielberg qui voulaient l'embaucher pour faire le retour du Jedi. Ils se sont dit putain, mais c'est mortel, c'est un mec qui fait des films un peu comme Hollywood. Sauf qu'après, on aurait vu les Ewoks niquer au moins. Comment ils se reproduisent? Ils ont vu Spetters juste après, et Verhoeven disait dans un grand éclat de rire. Après, ils ont cessé de me parler, ils avaient peur de voir un Jedi qui baisse dans tous les coins. Avec son sabre laser. Oui, parce qu'on en arrive à Spetters. Donc Spetters, qui est Voilà. le gros choc Oui, quand même. de la carrière de Verhoeven. Le film. Spetters et le 4e homme. Voilà, mais surtout Vraiment, Spetters, qui est le film qu'il a fait presque virer de Hollande. Donc, un film qui a été excessivement mal accueilli, à la fois par la presse et par le public, même si le film a bien marché. En tout cas, il a eu des reviews mitigées pour le moins, parce que le film a été accusé évidemment de misogynie, d'être raciste, d'être homophobe, d'être anti-handicapé aussi, ce qui n'est pas donné à tous les films quand même. Donc ça c'est pas mal, parce qu'en fait c'est presque. Il rejoint parfois aussi ce petit côté dans la réception, le Fuller aussi, je trouve. C'est le côté où justement, que ce soit une presse d'extrême gauche ou d'extrême droite, il va se faire taper dessus de toute façon. Là pour le coup c'était tout le monde qui l'ont défoncé la gueule. Je pense que même le Modem aurait gueulé contre le film. Parce que en fait c'est presque un teen movie, parce que c'est sur une bande de jeunes qui sont fans de motocross et qui admirent un personnage qui est joué par celui de Rutger Hauer. En fait va se créer autour de tout ça un triangle amoureux avec une jeune femme qui bosse dans une friterie mobile, donc un métier glorieux, et qui en fait elle devient au bout du compte le personnage principal. Mais au fil de leurs aventures et de leur pérégrination, ils vont chacun subir différents traumatismes. Et notamment, il y a une scène qui avait été extrêmement décrite, parce qu'un personnage du film met vraiment en avant son homophobie. Ce qu'il adore, c'est aller péter la gueule à des PD. Et sauf que au milieu du film, il se fait gangbanger par
par un gang d'hommes justement, et c'est là qu'en fait il découvre que c'était un homme refoulé, et du coup il décide d'assumer pleinement son homosexualité. Et il a eu les mêmes problèmes justement récemment avec la scène de viol dans Elle, où certains critiques disaient qu'il célébrait la culture du viol, où du coup le personnage de Huppert prenait du plaisir en se faisant violer. Et là, elle pouvait retrouver son grand plaisir de femme. Et il a vu les mêmes critiques sur Speters, où en gros le viol révélait le fait que le mec était une folle perdue. Alors que ça me semble quand même légèrement plus complexe que ça. Et les questions de sexualité, surtout de rapports de sexe violent, chez Verhoeven ne sont, je trouve, même pas ambigus. Alors, moi, ce qui me fascine dans Speters aussi, c'est que peut-être la première fois aussi où Verhoeven atteint, c'est ce qui va peut-être nous intéresser pour la semaine prochaine aussi, c'est ce degré de conscience spectaculaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit ce que va devenir l'image et la pub, en fait. Et c'est quand même terrifiant. Dans Speters, tout est un petit peu là. Le personnage de Rutger Hauer, qui est quand même un... Voilà, c'est exactement ça. Oui, on peut dire ça, mais c'est surtout comment l'image va être manipulée au service de n'importe quoi. Du pouvoir, en fait. Pouvoir, et dans Showgirl, ça sera la clé du film. Ça sera la clé du film. Et c'est vrai que là, Speters, là-dessus, notamment les séquences de motocross, et l'idée qui va sans doute amener aussi Verhoeven à souvent faire et tourner des fausses flash infos, des faux jeux, des fausses publicités, des fausses... Je crois que c'est une des clés quand même de son système après, à partir de là, je sais pas. Je vois pas avant, en tout cas, de cet embryon-là. Oui, ça part de ces courses de motocross, de l'icône qu'on fabrique, et puis on retrouve ça après dans la publicité Robocop, la publicité autour du Robocop. Ça circule dans Starship Troopers, bien sûr la propagande, il le dit, ça l'a beaucoup marqué, l'utilisation du cinéma à des fins de propagande du temps de sa jeunesse, et donc de l'occupation, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il sait ce qu'on peut faire avec une image de bien et de mal. Et puis même en plus, dans Speters... avant de pas, on va revenir après sur le quatrième et sur Speters, mais pour faire un pied dans Speters et dans ses films précédents aussi, mais là encore plus à partir de celui-là, il va se remettre à questionner les questions de religion et les rapports qu'elles ont avec le pouvoir, parce que lui-même, après une crise existentielle, il était passé 15 jours dans une église pentecôtiste, où en fait ça l'avait absolument terrifié de voir ce que ces gens-là pouvait faire et la manière dont il pensait. C'est quelque chose qui a beaucoup irrigué son cinéma, et notamment dans une scène de Speters où un personnage qui devient handicapé se tourne vers Dieu pour en fait se rendre compte que c'est la chose la plus abominable qu'il ait jamais vue, et finit par se suicider. Et c'est quelque chose qui l'a extrêmement marqué, et qui après va encore plus irriguer son film suivant, qui a été écrit en réaction justement à la réception de Speters, qui est Le Quatrième Homme. Mais sur Speters aussi, il y a une séquence qui est assez géniale, en fait, où c'est aussi sur des idées de simulacre et aussi de simuler un orgasme, qui est assez génial. Je préfère pas trop dévoiler, parce que j'espère que le film va bientôt ressortir. Moi, j'avais pu le film ressort le mois prochain en salle et en Blu-ray. D'accord. En tout cas, je peux vous dire que la copie, j'avais pu le voir au Festival de La Rochelle l'année dernière, est vraiment superbe. Et avec cette séquence aussi dit pas mal de choses sur des rapports de genre, des rapports hommes-femmes, et surtout des rapports par rapport à des conceptions qu'on peut avoir, par exemple, de la performance, et justement de se mettre d'accord. Il y a deux couples en rapport, en fait, dans deux pièces différentes, et il y en a un, je crois, qui est un peu trop bourré pour pouvoir bander, enfin bref, et ils vont se mettre de commun accord, les deux couples, en fait, pour simuler. Et ça, c'est du Verhoeven, quoi. Mais il faut se rendre compte que comme Speters, c'est, je pense, vraiment son film le plus violent. Ah oui, je pense, pas forcément graphiquement, même s'il y a des choses ça. assez trash comme une éjac face caméra ou ce genre de choses, mais c'est pas un film, c'est un cocktail Molotov, quoi. C'est un peu ça. C'est ahurissant. Qu'il pu faire ça même à l'époque en Hollande, et que le film soit encore visible aujourd'hui, c'est absolument terrifiant qu'il ait eu les capacités intellectuelles et le talent pour faire ça, quoi. C'est prodigieux. Quelqu'un qui est en colère. Ah oui, t'es un peu vénère, je pense. Et donc du coup, film qui s'est fait détester, il y a eu un très officiel comité anti-Speters qui avait été créé. Ces films ne trouvaient plus de financement, donc excepté son dernier, Le Quatrième Homme, dont nous allons parler tout de suite après un extrait de la bande originale de La Chair et le Sang.
Vous êtes toujours avec En attendant Godard sur Radio Campus Rennes et c'était un extrait de la bande originale de La chair et le sang de Paul Verhoeven. La meilleure BO de tous les temps. Par Basile Polidoris, le meilleur compositeur du monde, qui malheureusement nous a quittés en 2006, mais donc qui a fait ce score formidable de romantisme et de lyrisme en 1985 pour La chair et le sang. Dernier film presque hollandais de Paul Verhoeven, puisqu'il s'agissait d'une coproduction hispano-américano-hollandaise. Donc, mais avant de faire ce chef-d'œuvre terminal du film de Moyen-Âge, il avait fait donc Le Quatrième Homme, comme j'ai dit avant la pause musicale, avait été écrit par lui et son scénariste Edgar Soetman en réaction à la critique hollandaise et européenne qui avait accueilli Spetters. En fait, le film est presque... Donc on est en 83. Est presque conçu comme un gigantesque foutage de gueule à l'encontre de la critique et des intellectuels hollandais. C'est-à-dire qu'il s'est dit, vous kiffez le symbolisme, là je vais vous en mettre absolument partout, ça va juter dans le pantalon, mais littéralement, quoi. Les compteurs buñuéliens et hitchcockiens les curseurs sont au maximum. Tous les potards sont au max et ils saturent. Ils saturent tellement l'espace, enfin le champ de sens que ça en devient... Ça pourrait irriter en fait, mais vu que ça... Moi ça mérite un peu. Mais vu que c'est Verhoeven et quand on remet le film un peu dans le contexte, du coup c'est extrêmement fascinant. Tu sens alors que c'est beaucoup plus théorique que ces autres films. Malheureusement je trouve ça un peu que dans cette position que tu peux vraiment apprécier complètement, parce que le premier... parce que c'est trop théorique. Parce que ça veut tellement tout dire, en fait ça veut tellement rien dire que ça dit tout du rapport à Verhoeven et le cinéma. Après, là où le film quand même mérite aussi d'en parler aussi bien, c'est que les acteurs sont au rendez-vous aussi. Là, on n'est plus avec Rutger Hauer. Là, je sais plus comment s'appelle. Un acteur qui joue aussi dans Spetters, qui est très bon. Et d'ailleurs, le personnage de la femme, très androgyne, hyper intéressant d'ailleurs pour la circulation, c'est un triangle. Qui s'appelle René Soutenjik. Qui jouait dans Spetters, justement. Et les acteurs sont Jeroen Krabbe et Tom Hoffman. C'est elle qui, le personnage féminin annonce la tueuse de Basic Instinct. De toute façon, Basic Instinct, c'est un remake en fait américain du Quatrième Homme sans son symbolisme surchargé. Je disais avant l'émission, à mon avis, il y a une trilogie là avec elle, quoi. Je pense. Oui, mais il a plus à. Enfin, le scénario de elle me semble plus intéressant à ce niveau-là, c'est que c'est pas Joe, personnage féminin. Après, on pourrait faire juste une petite parenthèse sur sa capacité à diriger les acteurs, parce que quand on regarde tous les films de Verhoeven, et pourtant il a tourné avec des acteurs de merde. Dennis Richards, ouais, parce que quand on regarde sa période hollandaise, dans l'absolu, dans notre imaginaire collectif, les acteurs on les connaît moins bien, on reste quand même assez bluffé, par exemple, d'un mec comme Rutger Hauer qui après est devenu un ersatz de Eric Roberts. Enfin, quand il est parti aux États-Unis, il a fait du DTV et compagnie. J'aime bien Eric Roberts, le Ninja Blanc, c'est cool, mais voilà, il a fait Lady Hawk, Hitcher, et puis après c'était parti aux oubliettes. Dans la carrière américaine, Sharon Stone, il a bossé avec tous les grosses stars, il a bossé avec Michael Douglas, tout ça. Après ce qu'il a fait avec Starship Troopers, ça reste exceptionnel. Et ce qu'il a fait maintenant dans Elle avec Isabelle Huppert, qui, à mon sens, trouve son rôle le plus complexe et où elle donne autant de sa personne depuis peut-être la cérémonie de Chabrol, donc ça remonte quand même à presque 20 ans. Et je pense qu'il y a un lien de jeu là par contre entre peut-être les indications qu'il a pu donner sur le plateau pour le Quatrième Homme, c'est que c'est un jeu quand même très stylisé dans l'excès, notamment le personnage principal qui a des visions, qui est obsédé par la religion, qui est un écrivain et qui est donc le homosexuel et alcoolique, bisexuel. Bisexuel et alcoolique mais justement, mais c'est plus ambigu qui croit avoir affaire en fait. S'il est attiré par le personnage de la femme, c'est parce qu'elle ressemble à un homme. Exactement. Et à un moment, justement, ils font l'amour, elle est sur lui et il cache ses seins pour faire en sorte qu'elle ressemble à un homme. Ouais. Et c'est dans ce film-là où on peut clairement voir plusieurs des influences de Verhoeven. Donc Hitchcock, notamment, c'est un grand thriller. Buñuel et puis les surréalistes, c'est quelque chose qui irrigue vachement ce film-là, avec toutes les visions, les rêves dans le rêve, et où les différents niveaux de réalité sont confondus. Oui, c'est ça, ouais. Donc quelqu'un qui a une obsession et qui va vers la folie aussi. Et il y a quand même une histoire dans le Quatrième Homme, c'est donc une veuve noire, si on veut, qui est là, ce type... une menthe religieuse. Une menthe religieuse, voilà, donc ce type fait une lecture en province, donc en Hollande, et est accueilli, hébergé donc, par une femme qui aime ses livres, a priori, qui d'ailleurs... Fait partie de l'assaut qu'organise... Cette femme le filme aussi, d'ailleurs. Et il y aura une importance de ces films, justement, de ces vidéos, je ne sais plus si
Super 8, j'imagine, dans le film, les pellicules, puisqu'elle a sans doute tué, on ne sait pas, ses précédents maris. Donc voilà un peu l'argument du quatrième homme, et c'est surtout une circulation de visions, de symboles, de comment ce type... De symbolique religieuse surtout, qui est bien appuyé. Qui est bien appuyé, ouais. Et qu'on retrouve d'ailleurs... oui, ça irrigue tout son cinéma, mais sauf que c'est peut-être moins intéressant dans le quatrième homme, parce que c'est pas mis en rapport, encore une fois, avec la question du pouvoir, tandis que c'est ce qui va aborder frontalement avec La chair et le sang, par exemple, où les mercenaires du film sont manipulés ouvertement par le biais de la religion pour faire ceci. Par un cardinal, donc. Un peu de pacotille. Exactement, qui lui-même n'est pas dupe du pouvoir religieux et qui sait qu'avec ça, et le personnage de Dr. Rock, qui incarne Martin, un mercenaire, qui se sont fait trahir par leur commanditaire après avoir mis une ville à sac. Film d'époque, Moyen-Âge, 2 ans après le quatrième. Vers 1500. Ouais, disons qu'on est à la transition. Justement, intéressant parce que c'est un film qui se passe à la fin du Moyen-Âge, où c'est l'époque des mercenaires qui sont plutôt des gens du passé, qui vont entrer en opposition avec des personnages plus modernes. Donc le personnage de Stephen, dont la fiancée s'est fait enlever, et qui lui est plutôt féru de nouvelles inventions, qui se tient beaucoup au fait des nouvelles catapultes ou des beffrois, c'est un peu ce genre de choses. Une version jeune de Léonard de Vinci. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Même si c'est vachement différent de ce qu'à la base il voulait faire. Et en fait, son idée était de faire un genre de horde sauvage au Moyen-Âge, où le personnage de Dr. Hauer, c'était son rapport d'amitié qui avait tendance à se détendre avec l'homme qu'il poursuit, donc qui lui est un chevalier à la retraite, on va dire, qui part cultiver ses patates dans son petit champ et qui doit rattraper son ancien ami. Sauf que les conditions de production ont fait qu'ils ont dû rajouter une histoire d'amour qui donne encore plus de lyrisme et qui renforce le romantisme morbide du film, avec notamment une scène magistrale de la mandragore au pied des pendus, où c'est prodigieux, où en gros, si l'amour intact du couple peut perdurer, c'est parce qu'il mange d'une mandragore qui est née du sperme d'un pendu. Ce qui est important, c'est que le film n'oppose. On pourrait croire que c'est une opposition basique entre ces mercenaires qui seraient les méchants et puis le pro-chevalier, le jeune prince charmant qui va sauver sa belle, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Il s'avère aussi manipulateur que les autres. Il a recours à la guerre bactériologique quasiment pour gagner avec la peste. En fait, personne... C'est gris, comme toujours, chez Verhoeven, comme c'était le cas dans La Résistance pour Black Book ou Soldier of Orange. Et on a hâte de voir s'il arrive à faire son projet sur Jean Moulin, ce que ça peut donner. Exactement. S'il a les financements français, ça serait très bien. Donc voilà, encore une fois, c'est passionnant. C'est un film grand public, La chair et le sang, mais qui est comme extrêmement brutal, quoi. Qui peut être radical. Parce qu'à la fois... Dans les scènes de sexe, notamment, encore une fois, une scène de viol, celle de Jennifer Jason Leigh, où par le biais du viol, elle va prendre l'ascendant sur son agresseur, qui est Dr. Hauer. C'est une bonne relecture, ça ne tient pas. En plus. Et après, ça se voit encore plus dans la scène où ils prennent leur bain dans un énorme baquet d'eau entouré de bougies, où elle le mène littéralement par le dard, quoi. Enfin, c'est tous ces rapports-là où son rapport de domination ne va pas être par la violence physique, mais justement, par la force de son vagin. Ouais. Si tu veux un peu le rapport qui crée entre la force brute des mercenaires et la force beaucoup plus intime du personnage féminin. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. À la fois, il y a cet hyper-réalisme absolu de chez Verhoeven dans la crudité de la peste, quand les mecs se prennent des charges sur la gueule. Et en même temps, c'est extrêmement jouissif parce qu'à la fois, il y a une mise en scène enlevée, presque légère, associée à un score de Basil Polidori qui est monstrueux puis un langage de lyrisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Moyen-Âge idéalisé, c'est-à-dire qu'on est dans un Moyen-Âge crasseux. C'est un peu cracra, Il dit lui-même qu'il ne cherchait pas la vérité historique. Il s'est permis des écarts d'un siècle s'il fallait en avant, en arrière, pour créer l'époque qui lui plaisait. Les inventions sont un peu anachroniques. Oui, il n'a pas pris Jacques Le Goff en conseiller historique. Non, je ne crois pas. Pour peut-être quelques mots naturels, Simon, puisque tu ne seras pas là la semaine prochaine. Il me semble que c'est un de ses films les plus aboutis, qui pourrait passer comme un petit film comme ça, et qui est en fait très dense, où il fait part de son humanisme profond. En fait, il y a un amour des personnages assez étonnant. Ils en prennent tous pour leur grade, mais c'est pour leur bien, et c'est pour le bien du spectateur aussi. Il y a un vrai réalisme aussi au sens, c'est-à-dire philosophique, de l'approche de ce personnage principal joué par Isabelle Huppert, qui en fait se confronte aux autres, à tous ceux qui l'entourent, les membres de sa famille ou ses proches,
en leur imposant toujours, en leur rappelant le réel en fait. Eux, ils essaient de tergiverser, ils essaient de négocier avec le réel par des illusions personnelles, avec son fils, c'est l'exemple typique, qui ne voit pas que son fils n'est pas de la même couleur de peau que lui, donc que ce n'est pas son fils. Eh bien, Isabelle Huppert, elle est un morceau de réel comme ça, et sa violence est là pour rappeler aux autres, ouvrez les yeux en fait. Et ça, j'aime beaucoup ça chez Verhoeven. Je crois qu'il a atteint un point. Il a touché encore mieux que d'habitude avec ce personnage, et peut-être grâce à Huppert qui est assez magistrale. Elle l'est souvent, et c'est la plus grande actrice française en activité, on le sait déjà depuis assez longtemps, mais elle le montre encore mieux, et c'est superbe qu'elle ait croisé la route de Verhoeven. Et puis surtout que d'après les entretiens, qu'elle ait pris autant de plaisir aussi à jouer avec Verhoeven, pour Verhoeven. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est impliqué véritablement. La rencontre entre Polo et Isabelle Huppert, c'était obligé que ça matche, que ça colle. Le monde cinématographique d'Isabelle Huppert correspondait parfaitement au monde de Polo. Mais ce qui est rigolo dans elle, et c'est là où il y a un léger changement un petit peu dans sa filmographie, ou pourquoi peut-être qu'elle est plus importante qu'on veut bien le croire, c'est qu'en fait, moi, je me suis marré, mais à fond. La scène du repas, c'est une comédie en fait. C'est extrêmement drôle. Ce film drôle. est une comédie d'une noirceur totalement absolue, mais on se marre. Et dans la salle où on était plutôt nombreux, les gens se sont franchement parce qu'on bien comprend marrés. très bien ce qu'il nous dit de ces personnages, et il n'est pas contre eux, c'est pas cynique, c'est juste il brosse c'est bien. Juste noir, c'est juste comédie noire. C'est vrai qu'il n'y a pas de cynisme. Merci messieurs, on va passer au coup de cœur Thomas. Moi, mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution, un film qui est fort à propos, de Sergio Corbucci avec Vittorio Gassman. Mathieu. Moi, c'est le retour de Simon en Europe. Comme Verhoeven. Merci. Thibaut. Katy Tipple qui m'a beaucoup impressionné, et du coup son L là qui vient de sortir, c'est magistral, top 2 pour le moment. Simon. Oui, pareil, effectivement, elle pas raté, et puis un plaisir revoir L'Année du Dragon en Blu-ray chez Carlotta, bien sûr, vous en avez déjà parlé ici. Émission spéciale. Encore un film qui est gris, qui sait que les êtres humains sont complexes. Eh bien moi ce sera aussi Elle bizarrement cette semaine, et aussi le magazine, et revoir Robocop, on en parlera la semaine prochaine. J'avais oublié l'acidité côté corrosif de ce grand film politique. Voilà, merci à vous messieurs, merci à Gal pour la réalisation de cette émission. On vous laisse avec les Vêpres du Rock, à la semaine prochaine. Salut.